Merci à toutes et tous d'être avec nous. Donc, on est au sein de la rédaction Aliency pour une session Aliency Talk. Donc, nouveau format d'échange qu'on vous propose avec la rédaction Aliency en partenariat avec VMware et Intel. Merci de nous avoir fait confiance pour cette session. L'idée de cet échange, c'est d'ouvrir les chakras, de s'appuyer sur les retours d'expérience de nos invités, que je remercie encore une fois d'avoir joué le jeu de ces échanges. La thématique qu'on va développer aujourd'hui ensemble, elle est pas récente. Aujourd'hui, on a eu la chance d'observer depuis quelques années avec Aliency beaucoup de retours d'expérience d'entreprises qui se transforment autour du digital. Des enjeux d'innovation, des enjeux de passage à l'échelle, des enjeux d'organisation autour de ces sujets où le jeu de « je t'aime moi non plus » avec l'innovation, l'IT, les Digital Factory, on a vu beaucoup d'expériences et on a la chance d'avoir deux acteurs majeurs du marché donc autour de nos invités, donc Christophe Fuer, DSI de Thales Group, et de Frédéric Jiménez, donc CDO et président de la Digital Factory, donc qui s'installaient d'ailleurs qui sont maintenant nos voisins, qui s'installent en face de la rédaction Aliency. On est très heureux de pouvoir compter, de dynamiser cette rue avec la Digital Factory et j'espère que voilà, vous allez passer de belles années devant vous dans ce quartier. En tout cas, au lieu de l'innovation et du digital, et qu'on est très heureux de faire vivre aussi avec la rédaction. Aujourd'hui, un thème, transformation applicative, donc comment DSI et CDO relèvent ensemble le défi de la digitalisation business avec nos invités. Alors, un débat qui sera animé par Dorian Marcelin, avec la participation de Jean-François Cuvé, donc Business Development Manager de VMware, donc IMIA, bienvenue Jean-François. Donc, alors, il y a un échange qu'on veut le plus interactif, le plus dynamique possible, donc n'hésitez pas à utiliser le module de chat déjà pour faire un petit commentaire, nous dire d'où vous êtes, à la maison, au travail, où physiquement vous êtes aussi. Donc ça, c'est effectivement l'occasion un peu d'animer. Et surtout d'utiliser le module de questions-réponses qui va nous permettre de relayer vos questions à nos invités. Donc j'organiserai une session effectivement pour relayer certaines d'entre elles. Et on a aussi avec nous donc Hervé Olini, excusez-moi, il est avec vous aussi avec nous sur ces sessions de chat pour répondre à un certain nombre de questions en live. Donc n'hésitez pas, utilisez à outrance ce module de questions-réponses. Sans plus attendre, je crois que c'est le moment effectivement de lancer ces échanges. Donc Jean-François, tu œuvres depuis quelques années au sein de VMware. Pourquoi ce thème était important pour toi ? Le thème est extrêmement important parce que nous voyons depuis plusieurs années cette fameuse transformation digitale de nos clients, l'objectif étant de digitaliser au maximum leur activité. Donc ça passe par, je dirais, la transformation applicative, bien évidemment, et cette transformation applicative, on l'a vu malheureusement avec la crise que nous traversons depuis un an, elle a été aussi un petit peu modifiée en termes de priorité, puisque une des choses qu'ont fait nos clients cette dernière année, ça a été d'abord d'assurer la continuité de leur activité en fournissant à leurs clients internes la possibilité de travailler à distance. Cependant, et c'est un fait qui est important, la transformation digitale a continuité d'opérer puisqu'elle est cruciale pour l'activité de nos clients. On sait que nombreux de nos clients génèrent de nouveaux revenus à travers de nouvelles applications qui ont pour objectif d'offrir une expérience utilisateur, parce que l'utilisateur ou le client est au centre de ces applications. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il faut se poser la question de cette transformation d'application, parce qu'il y a un existant applicatif au sein des organisations. Donc les clients doivent se poser la question, quels choix doivent être faits? Il y a généralement 5 choix qui peuvent être opérés. Un des premiers choix que l'on voit apparaître, c'est effectivement de maintenir l'application en l'état. On la maintient, mais par contre, on va essayer d'optimiser les coûts autour de cette application, on va essayer d'offrir un meilleur niveau de service, on va essayer d'offrir une plus grande disponibilité de cette application. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent, alors excusez-moi l'anglicisme de retail. Après, vous avez la possibilité, ce que l'on voit chez nos clients, c'est de porter cette application sur le cloud public, dans une idée, je dirais, de meilleure efficacité opérationnelle ou de meilleure efficacité de coût, de meilleure disponibilité, parfois de scalabilité que l'on peut voir par l'usage du cloud public, puisque finalement on ne s'occupe pas des ressources sous-jacentes.
Une autre option qui apparaît aussi, qui est de dire j'ai une application qui existe, mais le plus simple c'est que je vais arrêter cette application, mais aller chercher des applications d'entreprise en mode SaaS qui sont disponibles sur le cloud. Donc là effectivement ce sont des applications d'entreprise qui sont disponibles à la demande. On n'a pas besoin d'opérer, donc c'est une autre option qui est offerte à nos clients. Enfin, on continue dans cette transformation d'application, ces choix qui peuvent être faits, c'est peut-être de réécrire partiellement l'application en utilisant, je dirais, des services natifs qui sont fournis par le cloud public. Là, c'est intéressant parce qu'on va aller chercher ces services et on va pouvoir accélérer et offrir des nouvelles opportunités à travers ces applications pour les utilisateurs. Enfin, le dernier choix, et ce qu'on voit apparaître souvent, et ce qui est opéré par les Digital Factories, c'est de réécrire l'application en utilisant des nouvelles normes de développement. Donc, qui sont basées sur des microservices, sur des API. Et donc, en conclusion, je dirais que c'est un élément important pour nos clients, c'est se dire, que faire de mes applications ? J'ai 5 possibilités, je dois chercher la meilleure possibilité et surtout la possibilité qui va me permettre d'être le plus réactif par rapport à mon activité. Et c'est ça le plus important. Effectivement, par rapport à ce patrimoine applicatif, est-ce qu'il y a une tendance plus forte à aller vers ce cloud public? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Alors c'est intéressant, effectivement. Sur cette tendance-là, nous on s'appuie bien évidemment sur ce que l'on voit auprès de nos clients, mais en même temps les analyses qui nous fournissent un certain nombre d'éléments chiffrés sur cette évolution vers le cloud public. Aujourd'hui, si on regarde l'usage qui est fait des clouds publics, on a globalement à peu près 40% de nos clients, c'est des études qui sont faites par IDC, 40% des personnes interrogées, des organisations interrogées, qui ont déjà une partie des applications qui sont parties sur le cloud public, mais en gardant majoritairement leur patrimoine applicatif on-prem. Ça, c'est une première chose. La tendance à 18 mois, c'est effectivement d'avoir un renversement. Donc, globalement, plus d'applications qui seraient mises à disposition du cloud public, sur le cloud public, plutôt que tournées on-prem. Ça, c'est un élément qui est assez intéressant en termes d'évolution, parce qu'il y a une volonté, en tout cas forte, d'aller utiliser le cloud public, en tout cas, d'avoir une approche qui est ce qu'on appelle multi-cloud. Merci Jean-François. Alors, évidemment, on va revenir sur tous ces points-là. Sans plus attendre, Dorian, c'est toi maintenant qui prends Merci Sylvain. En main et beaux échanges entre vous. À tout de suite. À tout de suite, merci. Effectivement, on a la chance d'avoir, comme le disait Sylvain, de plus en plus de recul, de retour d'expérience sur ces pratiques. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Total et Thales, alors qui sont certes deux grandes organisations majeures de la scène française et internationale, mais qui ont aussi, si ce n'est des pratiques, en tout cas des enjeux d'innovation, d'organisation qui sont assez différents. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et j'ai une première question. On est rentré assez dans le vif du sujet avec ce que nous a dit Jean-François, mais j'aimerais revenir sur ce qui motive finalement cette transformation. Si vous pouvez nous synthétiser en quelques minutes, pourquoi aujourd'hui vos organisations respectives mènent une stratégie de modernisation applicative et quelle place cette stratégie tient dans la transformation globale de l'entreprise. Frédéric, qu'est-ce qui motive cela chez Total? Alors, bon, merci de l'invitation et je suis ravi de partager le panel avec vous. Alors, moi, je vais revenir un petit peu quand même. Aujourd'hui, moi, je suis en charge du digital et de la Digital Factory Total. Donc, ce qui a motivé surtout cette impulsion est de créer une Digital Factory, puisqu'on l'a créée il y a exactement 1 an. C'est une réflexion du groupe qui était de dire on a commencé à faire pas mal de digital, on voit qu'il y a un impact important, il faut absolument qu'on accélère. Donc c'est là qu'est venue l'idée de dire pour pouvoir accélérer, il nous faut qu'on se dote vraiment de moyens dédiés au développement du digital qui ne soient pas dans nos structures des SI classiques, qui elles-mêmes ont d'autres missions et j'y reviendrai juste après. Et donc, et le groupe, pourquoi il a fait ça? Parce qu'on est en pleine grande transformation, comme vous l'avez pu lire dans la presse. Le groupe est en train de se transformer dans un groupe multi-énergie, s'est engagé avec la société à être neutre en carbone en 2050. Et donc, on voit qu'on est en train vraiment de changer complètement d'axe, avec des nouvelles activités qui se développent très très vite autour des renouvelables, de l'électricité. Et donc le digital est un levier majeur d'accompagnement de cette transformation, à la fois pour optimiser les activités historiques, baisser les coûts, les rendre plus safe,
baisser notre empreinte carbone de nos activités historiques, et puis accompagner la croissance des nouveaux business, et en particulier tout ce qui est autour des nouvelles énergies, nouvelles mobilités, le digital est partout. Et donc, d'où cette création d'une Digital Factory, sachant qu'en plus, le groupe s'est engagé sur une vraie ambition chiffrée en disant le digital va générer 1,5 milliard de dollars par an de valeur complémentaire à l'horizon 2025. Derrière, ce que je vois, c'est qu'en fait, notre activité digitale est finalement pas très dans la modernisation. Aujourd'hui, le gros de l'activité de la Digital Factory, c'est de créer des nouveaux services, des nouvelles applications et très très peu de modifier le parc applicatif ou de moderniser le parc applicatif. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité de nos cas d'usage aujourd'hui sont très portés sur soit je crée des nouveaux business models, donc par définition ils n'existaient pas, soit j'utilise les données, et c'est massivement ça, qui étaient produites par les applications mais qui n'étaient pas utilisées pour apporter une valeur ajoutée complémentaire. Et donc nous aujourd'hui, 70% de nos cas d'usage sont des cas d'usage autour de la data science, de l'intelligence artificielle, sur des données qui existaient déjà dans l'entreprise, mais qui étaient donc générées par les applications, mais qui n'étaient pas utilisées pour améliorer la productivité, l'efficacité ou la marge. Et donc on n'est pas tellement dans ce chantier-là. Après, il est vrai que la DSI du groupe, elle a un axe de réflexion sur la modernisation, mais avec un objectif assez différent qui est plutôt comment optimiser les coûts, gérer l'obsolescence effectivement de certaines applications ou de certaines plateformes, et puis créer les fondations du futur sur lesquelles d'ailleurs la Digital Factory s'appuie. Alors, on va avoir l'occasion d'ailleurs de revenir sur cette relation qu'il y a avec la DSI. Mais Christophe, du coup, vous êtes DSI groupe chez Thales, hein, donc vous présentez l'autre partie de la vision. Comment vous appréhendez cette nécessité de transformation applicative ou de modernisation applicative? Qu'est-ce qui la justifie chez Thales aujourd'hui? En fait, je vais reprendre un terme là, dont on a parlé tout à l'heure, qui est continuité. Alors, on parlait de continuité d'activité, et moi je vais parler de continuité numérique, continuité digitale. Puisqu'on voit bien qu'on va, au travers de Digital Factory, créer de nouveaux objets numériques qui peuvent être utilisés soit à des fins de monétisation, de revenus supplémentaires, parce que vous créez des nouveaux services, soit à des fins d'efficacité interne. Donc c'est aussi parce que quand on parle de transformation, on parle de transformation digitale la plupart du temps, il y a toujours ces deux facettes, plus de revenus et une plus grande efficacité interne. Et cette plus grande efficacité interne sous-tend que vos nouveaux objets digitaux vont aussi parfaitement s'intégrer avec le système d'information existant de l'entreprise. Et donc on parle vraiment de continuité digitale dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas avoir finalement un nouveau set d'applicatifs très moderne sur une nouvelle plateforme qui soit complètement déconnecté du legacy et de l'existant. Et petit à petit, on doit réussir à fondre en fait ces deux familles dans une capacité de faire circuler les données et de créer de la valeur au travers de ces données d'une manière la plus transparente possible. Et c'est pour ça que en tout cas chez Thales, la Digital Factory et la direction des systèmes d'information travaillent main dans la main. La Digital Factory a été créée il y a quelques années. Elle a été créée en 2017. Ça a été exactement selon la même logique de Total. Finalement un accélérateur, la possibilité aussi d'avoir une forme d'esprit d'incubateur au sein de l'entreprise, la possibilité aussi d'amener de nouveaux talents, de nouvelles compétences qui ne sont pas forcément les compétences et les talents historiques dans une DSI, d'accord, avec des missions qui historiquement sont différentes. Et l'idée, c'est justement de concentrer des compétences sur l'agile, sur des méthodes de développement différentes, sur l'utilisation de plateformes différentes, sur des méthodes d'architecture différentes, pour pouvoir rapidement délivrer ce qu'on appelle dans notre jargon un MVP, un Minimum Viable Product, qui pourra ensuite être industrialisé. Et c'est là où il y a un lien intéressant, d'ailleurs un autre lien intéressant entre la DSI et la Digital Factory, c'est que la Digital Factory, pour les besoins internes, va développer un certain nombre d'assets digitaux qui ensuite vont être transférés à la DSI pour exploitation, pour industrialisation, pour que le coût finalement par utilisateur ou par application soit acceptable, pour que aussi la capacité d'opérer à l'échelle mondiale et sur des time zones différentes soit aussi assurée.
et aussi pour que les évolutions futures soient reprises par la DSI. Ce qui veut dire que la DSI, dans son mode de fonctionnement, doit se rapprocher de plus en plus du mode de fonctionnement d'une Digital Factory. C'est ça qui rend cet enjeu très intéressant. Chez Thales, il y a plusieurs typologies d'activités. Vous êtes également à la fois tourné vers vos utilisateurs internes, vos activités, on va dire, industrielles. Oui. Vous faites aussi beaucoup aujourd'hui de logiciels pour vos clients. Absolument. Et c'est là où, on voit la naissance ou la mission initiale de Digital Factory, l'objectif initial était en gros d'avoir 2/3 des forces vives qui soient utilisées pour des produits à destination de nos clients, soit des améliorations de produits existants, soit de nouveaux produits. Donc on produit beaucoup de logiciels. Je vais vous donner un exemple. Sur par exemple tout ce qui est contrôle aérien, à peu près un avion sur 2 dans le monde qui vole. Et on va dire à un moment donné sous le contrôle d'un logiciel Thales, voilà, en termes de contrôle aérien et de sécurité aérienne. Donc on est gros producteur de logiciels évidemment, et il y a d'autres sujets dans le domaine de la défense sur lequel je ne m'étendrai pas, mais on a aussi ce besoin d'accélérer, d'avoir un time to market qui est beaucoup plus court et d'avoir une capacité d'innovation avec des équipes très resserrées et avec un mode d'organisation typique des Digital Factory, c'est-à-dire des organisations en squad, en tribe, qui vont se constituer avec des compétences différentes, mais complémentaires, et qui vont travailler sur un rythme assez court de développement de valeurs ou de développement de nouvelles fonctions. Alors, on aura l'occasion, je vous redemanderai quelques exemples justement un peu de production ou de ce que vous avez fait. C'est l'occasion aussi de poser la question à notre public, à nos spectateurs, de cette importance que prend le sujet. Alors, Jean-François est revenu dessus en introduction, et je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous en conscience effectivement du sujet et de votre intérêt sur le fait que vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous écouter sur cette thématique. Donc on va lancer un petit sondage. Voilà, vous avez commencé à y répondre, c'est parfait, sur l'importance que le sujet prend dans vos organisations, l'effort que ça représente pour vos DSI. Donc je vois apparaître en live les réponses, donc n'hésitez pas à prendre juste un clic finalement sur la thématique, et je vais demander à Jean-François de non seulement revenir, peut-être de réagir au sujet et de voir si c'est représentatif des chiffres qu'il nous a donnés, de ce qu'il estime. Alors on va peut-être arrêter le sondage si tout le monde a eu l'occasion d'y répondre. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on a eu des résultats. Si vous pouvez m'afficher, hop, les résultats. En gros, c'est parfait. Donc, 57% des répondants qui nous disent que c'est un sujet prioritaire auquel est consacré un effort important. C'est rassurant, quelque part, pour le sujet de cette émission. Et immédiatement suivi par 33% qui nous disent que c'est un sujet important, qui n'est sans doute pas dans le top 3, on va dire, des priorités, mais qui tient son rôle. On n'a qu'une réponse, 2%. Ce n'est pas un sujet très important, peu d'efforts y sont consacrés. D'autres qui nous disent, je ne sais pas. Jean-François, peut-être un commentaire sur… Oui, le sondage est intéressant et les réponses sont intéressantes en fait. C'est d'autant plus intéressant par rapport à ce que vous venez de citer en exemple, et je trouve que ce que vous avez dit résume assez bien ce que l'on retrouve chez nos clients. C'est-à-dire que oui, c'est un sujet important, c'est une évidence, mais après, ce qui serait intéressant dans le sondage, c'est de voir la typologie des personnes qui ont répondu. Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, la Digital Factory a pour objectif de générer un revenu de chiffre d'affaires d'1,5 milliard, si je me souviens bien de votre chiffre, à échéance de quelques années. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important. Ce que vous disiez tout à l'heure, et je me permets de rebondir dessus, c'est effectivement le lien entre ce que vous produisez au niveau de la DSI et les attentes de la Digital Factory. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce que l'on voit chez nos clients, c'est que parfois des initiatives de modernisation d'applications ou de développement de nouvelles applications sont faites par des Digital Factory, mais elles sont faites directement dans le cloud public parce que justement, il n'y a pas un lien fort qui peut être fait parfois
entre la DSI et la Digital Factory. L'idée étant de dire il faut industrialiser un process parce que le développement des nouvelles applications, c'est un process permanent de développement et ça c'est important. Il y a cette notion d'accélérer et de pouvoir délivrer rapidement des nouvelles applications. Donc c'est vrai que la première approche qu'on pourrait se dire, c'est allons dans le cloud public, chercher les ressources qui sont disponibles et je serais assez intéressé de savoir quelle est votre position par rapport à ça. Est-ce que vous utilisez des ressources internes ou est-ce que vous allez chercher des ressources aussi au niveau du cloud public? On a un exemple d'un client nous, qui est assez intéressant, qui n'est pas un client français mais qui est un client espagnol, qui est un gros faiseur de textiles. Peut-être que vous reconnaîtrez le nom à travers ça, qui avait comme projet de faire une refonte complète de leur application de e-commerce. Pour eux, c'est un sujet majeur, crucial. C'est là-dessus qu'ils vont faire leur croissance. Ils ont décidé, parce que c'est la politique de l'entreprise, c'est de conserver en fait les éléments chez eux. Donc ils ont demandé à la DSI de construire un data center uniquement sur la base de conteneurs pour que les développeurs puissent développer leur application de e-commerce tout en ayant la garantie et la maîtrise de la DSI d'un côté. Et ça, c'est intéressant parce que comme c'est des normes qui sont appliquées par la DSI, la mise à l'échelle est rapide. Ils ont besoin de scalabilité, la DSI est capable de fournir parce que c'est un projet d'entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant et j'aurais bien aimé, M. Jiménez, que vous puissiez nous dire par rapport à ce que vous menez aujourd'hui en termes de modernisation, enfin de digitalisation chez Total, comment vous le gérez? Vous le faites chez vous ou vous allez chercher des ressources à l'extérieur? On va aborder ce point intéressant dans un instant sur la façon dont finalement les choix, les arbitrages qui sont faits, notamment en termes de technologie. Alors j'aimerais revenir sur un sujet que vous avez tous mentionné et qui est un peu incarné par voilà, vos profils différents aujourd'hui, c'est cette relation entre critique entre la DSI, les acteurs IT, on va dire traditionnel, si vous me passez l'expression, de l'entreprise et ces nouveaux entrants. Alors, je rappelle au public que ça soit sur des questions techniques ou sur des questions d'organisation, d'utiliser le module pour nous poser vos questions directement. On pourra, Hervé pourra essayer d'y répondre sur certains sujets et on essayera d'en poser à la fin de cette rencontre également directement à nos participants. Donc n'hésitez pas à utiliser ce module. Concernant cette position finalement un peu différente, je vais me permettre de vous poser quelques petites questions rapides, peut-être pour cerner un peu votre état d'esprit sur cette transformation. J'aimerais que vous jouez le jeu d'y répondre un peu du tac au tac, en un mot, une phrase à chaque fois, mais c'est l'occasion un peu de rentrer sur votre ressenti. Et la première, bon, qui est un peu un clin d'œil marrant, je voudrais qu'on vous parle de votre première fois. Finalement, si on remonte dans le temps et que vous nous fassiez part de quelle a été votre réaction quand dans votre vie, pour la première fois, vous avez entendu parler du concept de Digital Factory. Alors maintenant ça va remonter à quelques années du coup, mais faisons ce jeu un peu de retour en arrière. Frédéric, la première fois que vous avez entendu parler d'une Digital Factory ou du concept qui était lié, quelle a été votre réaction? Alors, ma première réaction c'est est-ce que c'est un buzzword et c'est un effet de mode? Après ça a été d'essayer de trouver des vrais. Puisque justement pour pouvoir créer la nôtre, c'était de chercher mais qui en a fait des vraies conséquentes, et j'avoue qu'on n'en a pas trouvé beaucoup. Celle de Thales a été très, très importante et très inspirante, et puis il y a eu celle de Renault aussi, avec qui on a beaucoup échangé. Et après par contre, quand on a commencé à regarder un petit peu de près ce que ça voulait dire, pour moi ça a vraiment été la révélation de ça c'est vraiment l'outil pour passer du POC un peu généralisé du digital qu'on faisait beaucoup à l'industrialisation et à l'accélération du déploiement du digital partout dans l'entreprise. Et puis c'est finalement pas une DSI qui fait du projet agile, c'est assez différent par les recrutements qu'il faut faire, par les méthodes utilisées, et c'est la matérialisation de ce qu'on essayait de faire depuis pas mal de temps, des projets en mode agile, etc. Mais là vraiment à très grande échelle, généralisé, tout est dans ce mode-là.
en mode effectivement squad, etc. Donc voilà. Donc je suis passé d'un est-ce que c'est un effet de mode à non, il y a une réalité concrète, c'est vraiment différent, c'est un vrai outil et c'est ce qui nous a convaincu qu'il fallait qu'on y aille. C'est les fameuses réactions au changement de manière générale, presque l'incrédulité au départ et puis la prise de conséquences. Christophe, ça avait été quelle réaction justement en tant que DSI dans vos activités? Je me suis dit que c'était déjà une opportunité d'insuffler en fait un changement de culture, un changement d'approche et de devoir aussi être prêt à gérer un changement en termes de compétences. De passer, et là je donne évidemment le prisme DSI, de passer on va dire d'un type de DSI plutôt pourvoyeur de moyens techniques en fait, de moyens réseau, d'infrastructures, de data center, d'outils d'informatique individuels, à une DSI qui soit capable de maîtriser un certain nombre de nouveaux métiers, tant en termes d'organisation, sur l'agile, l'animation, l'équipe agile, etc., que sur aussi un certain nombre de technologies fondamentales qu'il va falloir maîtriser, les containers, les différentes, la capacité de maîtriser, on va dire, des environnements de low-code, les containers, le cloud hybride, etc. Et donc c'était absolument clé d'être finalement un partenaire très efficace. Donc c'était une vraie opportunité en fait. Et le risque finalement aurait été de se retrancher dans un mode de fonctionnement très technologique et très infrastructure-driven et de passer à côté, absolument. La première fois, Jean-François, quand on a entendu parler d'une Digital Factory dans votre... Je dirais que c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment ce que vous dites tous les deux. C'est nos clients qui sont partis finalement de ce qu'ils faisaient en expérimentation. Vous parliez de POC, c'est un peu l'idée de ça. On fait du POC, on fait du développement pour voir ce que ça donne, à l'industrialisation. Et c'est vrai que là, le lien, il se fait assez naturellement entre finalement un besoin de Digital Factory, quelque chose de normalisé, et de prendre en compte tous les éléments qui aujourd'hui sont traditionnellement faits par la DSI sur la gestion des applications d'entreprise. Je veux dire, quand on met à l'échelle des applications modernes, il faut appliquer les mêmes normes, les mêmes règles que sur des applications, tout simplement. Alors justement, on parle de modern apps, applications modernes, etc. En 3 mots chacun, pour vous, c'est quoi une application moderne? Une moderne app, c'est quoi les 3 mots clés, Frédéric? Alors moi je dirais qu'il faut qu'elle soit développée vite, parce que maintenant on ne peut plus attendre, les utilisateurs ne peuvent pas attendre. Il faut qu'elle soit évolutive, d'autant plus qu'on la développe vite. Et puis, c'est peut-être maintenant un peu basique à dire, mais il faut qu'elle soit user-friendly. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a fait dans le passé. Christophe, 3 mots-clés? Alors moi je veux dire porteuse de valeur, parce que les applications, comme on dit, nice to have, qui sont ensuite pas adoptées, c'est complètement inutile, et il y en a plein au cimetière des applications. Donc porteuse de valeur, avec effectivement un prisme expérience utilisateur qui est absolument clé, et c'est vraiment, si on se projette 10 ans en arrière, c'est vraiment un point important qui est pris en compte maintenant, et dans le début d'un projet, finalement, tout de suite on se pose la question où est l'UX? Où est l'UX designer, où est l'UX expert, etc. Et quand est-ce qu'il va être disponible, parce que c'est pas forcément des ressources très faciles à trouver. Et le troisième point qui est très important, je vais dire co-designer. Co-designer avec la fonction ou le client interne ou potentiellement externe qui est demandeur, et que ce client ait un rôle en fait dans l'équipe de développement ou de conception. Et ça c'est un grand changement, puisqu'on rompt avec le schéma classique MOA, MOE, etc. On passe 6 mois à coucher sur le papier ce qu'on veut. On donne ça à une DSI qui développe un truc. 6 mois après, on s'aperçoit que ce n'était pas exactement ça le besoin, et donc on a perdu un temps fou. Voilà. Jean-François, les 3 mots-clés, c'est les mêmes? C'est presque les mêmes. Effectivement, je dirais qu'au-delà de ce que vous avez dit, il faut que l'application soit évolutive. Pour qu'elle soit évolutive, il faut effectivement que l'infrastructure sous-jacente soit finalement une commodité pour les développeurs. Il ne faut pas qu'ils se centralisent là-dessus. Et ça, c'est important parce que le code, c'est ce qui va apporter la valeur. C'est-à-dire, on développe l'application, on met de la valeur à l'intérieur. Donc il faut derrière que toute la gestion des infrastructures sous-jacentes soit quelque chose qui soit finalement oublié par les développeurs. Quel est votre meilleur exemple d'application moderne aujourd'hui, celui que vous
jugez plus intéressant, plus représentatif de ces 3 mots-clés? Alors moi, je veux dire, en fait, nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ne modernise pas les applications, on les augmente. C'est ce que je disais en entrée. Aujourd'hui, on a un socle applicatif qu'on ne transforme pas vraiment dans le cœur de l'application. Par contre, on rajoute vraiment une couche d'interaction qui permet de tirer encore plus de valeur de ce que l'application permet de faire en améliorant la mise à disposition de données, avec plus d'intelligence derrière les données et avec justement aussi beaucoup d'interaction. On fait très attention à l'interaction entre cette couche et les utilisateurs qui permettent ensuite éventuellement d'ailleurs de réinjecter la couche que l'on a créée dans l'application pour qu'elle continue, elle, à opérer les processus plus classiques de transactionnel. Est-ce qu'il y a un métier chez Total où ça s'y prête particulièrement bien, où ça a marché plus vite par exemple? On le fait partout, et alors là où finalement on pensait que ça serait le plus difficile, mais ça marche bien, c'est des métiers très industriels. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications, beaucoup de digital sur le monde industriel. Ça va être pour aller aider des foreurs à optimiser des forages en mer et en eau profonde. Ça va être des concepteurs de fermes solaires pour les aider au placement des panneaux, etc. Et donc, il y avait déjà tout un parc qui leur servait. Et aujourd'hui, on leur amène une couche supplémentaire. Et je dirais tous les métiers, alors ça a été un choix aussi de Digital Factory Total d'adresser tous les métiers du groupe. Transverse, il y a une seule Digital Factory pour l'ensemble du groupe. Et tous les métiers sont touchés aujourd'hui. Et on a vraiment des demandes dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Il n'y a personne qui est exclu, y compris les fonctions support sont concernées. Un exemple chez Thales, un exemple phare de nouvelle application? Oui, alors il y en a pas mal, mais je suis entièrement d'accord avec Frédéric. En fait, notre job, c'est de prendre en compte l'existant. Vous avez des applicatifs emblématiques, que ce soit les ERP, SAP, Oracle, que ce soit les projets, les PLM, que ce soit les applicatifs aussi de gestion de programmes et de projets complexes. Ça existe. C'est fondamental, et donc souvent les nouvelles applications, on va dire, sont des applications qui vont être au-dessus de ces piliers, on va dire, applicatifs. Et bon, j'ai plein d'exemples, mais j'en ai un notamment sur la maintenance d'équipements complexes dans le domaine de défense ou dans le domaine aéronautique, où les procédures de maintenance et de certification, on va dire, de ces différentes étapes de maintenance sont souvent documentés dans les ERP, mais sont très complexes pour des techniciens de maintenance qui sont soit à distance, soit qui doivent maîtriser des outils qui ne sont pas toujours très user-friendly. Donc on crée des surcouches pour que rapidement, sur leur smartphone ou sur une tablette, ils puissent avoir les éléments clés à vérifier, prendre des photos, rentrer des éléments de certification qui vont ensuite se mettre dans des systèmes plus complexes, type ERP par exemple. Voilà. Ces métiers complexes, c'est de la productivité, c'est de la productivité interne, c'est aussi la réduction d'erreurs, puisqu'on guide vraiment le process de maintenance sur les choses qui sont essentielles, sur un projet, sur un produit donné ou sur un type de maintenance donné. Alors le temps file, je vais mélanger mes deux dernières questions pour vous faire réagir sur le sujet. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, Frédéric, vous étiez DSI groupe de Total, on avait fait des interviews sur le rôle de la DSI, etc. Aujourd'hui, vous êtes CDO et vous dirigez cette Digital Factory. Alors ça introduit, est-ce qu'il faut déjà avoir été DSI Group pour être un bon directeur de Digital Factory? Je suis curieux d'avoir votre avis, et aussi comment on s'organise, on améliore cette relation finalement entre la DSI, le CDO et surtout la Digital Factory. Alors je ne sais pas s'il faut. Dans mon cas, un des avantages, c'est que nous, le gros du digital qu'on fait, c'est quand même un digital qui améliore des process et des activités existantes. C'est le gros de l'activité aujourd'hui. Donc, 90% de nos use cases accèdent ou interagissent avec le système d'information existant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en ayant été DSI, j'ai une bonne connaissance de l'infrastructure globale, du parc, des contraintes et de tous les acteurs du groupe dans les SI, puisque évidemment ça va aller jusqu'à
se brancher sur des systèmes industriels qui sont dans des usines, sur des plateformes en mer, etc. Donc c'est vrai que ça m'a amené une connaissance de ce contexte et des écueils qui est importante. Après, le risque, par contre, c'est d'être peut-être un peu trop frileux dans la transformation. Et donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je m'appuie sur des gens qui sont natifs, digital natives, et qui viennent de l'extérieur, etc. et qui me poussent à aller là où le digital va le plus loin. Ce que moi, en tant que DSI, j'aurais peut-être pas forcément su faire tout seul. Donc voilà, je pense qu'il faut... moi c'est un avantage et de temps en temps je me fais bousculer pour aller au plus loin quand même des capacités du digital et ne pas garder certaines barrières qui peuvent venir de mon rôle de DSI. Aujourd'hui, la Digital Factory chez Total, et pour vous-même, vous avez un mandat clair et autonome dans le choix finalement des projets métiers demandés par les métiers qui méritent votre attention dans ces objectifs. Donc c'est vraiment chacun son rôle avec la DSI en bonne entente, mais vous servez un peu d'aiguilleur aussi pour rediriger vers la DSI quand c'est nécessaire. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, avec la création de la Digital Factory et l'ambition de valeur de générer $1,5 milliard, ce que les DSI ont rarement comme finalement opportunité, c'est on leur demande rarement de générer de la valeur on leur demande surtout de réduire les coûts généralement ou de faire tourner. Et donc l'ambition de générer de la valeur, moi, me permet d'avoir une approche très différente avec le business. Et je rejoins Christophe tout à l'heure, c'est aussi dans le monde du digital et avec les Digital Factory, on change les paradigmes de la relation un peu client-fournisseur vers un mode beaucoup plus co-construction collaboratif. Moi, aujourd'hui, c'est effectivement, j'évalue si les cas qui me sont présentés vont générer assez de valeur et finalement sont des cas éligibles à la Digital Factory. Ce n'est pas le business qui vient me dire je veux ça, c'est il me dit moi je pense que je pourrais faire ça, est-ce que tu es d'accord pour le faire avec moi? Et donc effectivement je renverse cette responsabilité et donc moi j'accompagne les business sur lesquels qui sont le plus prêts à se transformer, à mettre à disposition les ressources dont on va avoir besoin et qui vont générer le plus de valeur. Après, la DSI, nous on interagit en permanence. Alors moi je suis très en phase avec François Tête, le DSI Group. On se voit très régulièrement et on a une vraie transparence entre les deux. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment les choses, qu'est-ce qui coince d'un côté, qu'est-ce qui coince de l'autre pour pouvoir travailler ensemble. Chacun a quand même son rôle. La DSI Group aujourd'hui, par exemple, elle pose les fondations cybersécurité du cadre. Et alors là, je n'en déroge pas. Tout ce qu'on fait est dans un cadre qui est complètement drivé par la DSI. Moi, je ne prends aucune initiative, par exemple, en termes de cybersécurité. En termes d'architecture, on a fait différemment. Il y a des socles qui sont fournis par la DSI sur lesquels je m'appuie. Et puis, moi, je suis un peu un défricheur sur plutôt les nouvelles technologies, les nouvelles solutions ou les nouvelles manières de travailler. On parlait des containers, on parle du cloud public. Et là, effectivement, moi, je suis plutôt un peu l'éclaireur. On travaille, on évalue, on choisit et puis on propose ensuite à la DSI Group qu'elle l'intègre comme finalement les nouvelles technologies qu'elle aura demain. Chez Thales, même répartition quelque part, il ne faut pas que la Digital Factory soit perçue comme juste la DSI bis agile. Par design, on a mis moins de contraintes sur la Digital Factory, justement parce que Thales a quand même des contraintes assez fortes en matière de cybersécurité. Et donc, si on appliquait exactement les mêmes règles, on va dire dans les premières phases de projet, ça serait peut-être un peu compliqué, donc et un peu inhibiteur pour la Digital Factory. Donc, on a défini un mode de fonctionnement un peu différent. Mais à partir du moment où on va dire un environnement critique rentre en production, on applique exactement les mêmes règles que pour les autres applicatifs. Donc oui, il y a cette continuité. Alors sur votre question, faut-il avoir été DSI? Moi, je veux dire, ça dépend parce que Frédéric a un bon exemple. Il explique que lui, il comprend finalement toute la complexité de la machinerie ou de l'arrière-cuisine. Ce qui lui permet aussi peut-être d'être un peu plus raisonnable dans ses demandes, mais aussi il a développé ce goût, cet appétit pour la prise de risque, et c'est finalement ce qui va déterminer si un DSI peut faire potentiellement un bon patron de Digital Factory. C'est-à-dire, est-ce qu'il est simplement confiné dans les activités de gestion de l'existant,
de pourvoyeurs d'infrastructures, de gestionnaires, on va dire d'agents qui va prendre le moins de risques possible, ou au contraire, est-ce qu'il va accepter de défricher de nouveaux territoires, aussi de prendre des risques et de prendre des risques. Et il y a un point qui est important dans le changement culturel d'une DSI, c'est aussi d'accepter, et c'est dans le code génétique d'une Digital Factory, c'est de se dire, on va accepter l'échec, mais on va l'accepter très tôt dans le cycle de développement ou dans le cycle d'investissement d'un nouvel asset digital. Et on dira, bah non, finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça. On a dépensé un peu d'argent, mais on ne s'est pas accroché mordicus à un projet pour finalement l'abandonner 2 ou 3 ans plus tard après avoir dépensé beaucoup d'argent. Donc finalement, la culture de l'échec, la culture on va dire du déploiement qui ne va pas fonctionner ou du développement qui ne va pas fonctionner comme prévu, c'est quelque chose qu'il faut rentrer dans l'esprit, dans le mode de management de ces équipes de DSI. Merci pour la réponse. Alors Jean-François, vous allez avoir l'occasion de réagir sur ce qui vient d'être dit, mais je voulais aussi faire réagir notre public avec un sondage qu'on peut envoyer dès à présent. C'est finalement sur quel est le défi numéro 1 ? On a fait référence à pas mal d'enjeux, d'organisation, etc. Mais est-ce qu'on est plutôt sur des défis qui sont des défis de compétences, des défis vraiment techniques, de gestion du legacy, d'intégration avec l'existant ? Est-ce qu'on est sur purement des choix organisationnels qui méritent d'être adressés donc au plus haut niveau, on en a parlé dans les mandats qui sont donnés, ou est-ce que c'est un peu plus diffus et que c'est quelque part un défi culturel, de mindset sur le sujet. Donc prenons quelques instants pour y répondre et je vais demander à Jean-François d'y réagir peut-être aussi sur cette relation. Ce qui serait intéressant, c'est si, Jean-François, vous avez un exemple précis chez un de vos clients de comment ces défis finalement ont été intégrés. Alors, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de répondre, on a les résultats. Ah oui, il y a quand même une nette majorité sur le défi culturel et le changement de mindset. Et ensuite, un sujet organisationnel juste derrière, avant que ça soit un pur défi technique ou de compétences. Jean-François ? Oui, mais le sondage est le reflet de ce que l'on voit chez nos clients, en fait. C'est assez parlant. Effectivement, c'est un défi culturel, c'est un défi d'organisation. On le voit que tous les grands projets que l'on a de transformation chez nos clients sont souvent des projets d'entreprise. Un projet d'entreprise, ça doit être porté par les différentes parties prenantes de ce projet-là. Il faut avoir un langage commun, il faut avoir une vision commune, il faut partager des objectifs, donc c'est quelque chose qui est important. Après, est-ce que c'est porté plus par la DSI, est-ce que ça va être porté plus par la Digital Factory? Là-dessus, j'ai pas encore suffisamment de recul, on n'a pas suffisamment de recul chez nos clients. Par contre, pour vous citer un exemple d'un client qui a fait cette transformation assez radicale, c'est une agence gouvernementale qui en fait avait un projet important de mise à disposition de nouveaux services, d'applications pour leurs usagers. Donc ils avaient ce premier défi, donc ils devaient lancer une 50aine d'applications dans un délai assez court. Ils avaient un deuxième défi par rapport à, je dirais, à leur existant, donc les fonctions premières qui sont d'aider les personnes à retrouver l'emploi, qui vont être le paiement des pensions, c'était aussi de réduire le coût de maintenance de cet existant. Donc en fait, ils ont fait un choix structurel qui a été mené par le DSI, parce qu'il n'y avait pas de Digital Factory existante chez ce client-là, qui a été de dire, nous on va d'abord faire une refonte complète de notre infrastructure, donc on va partir sur des solutions hyper convergées, aussi bien matérielles que logicielles. Et puis derrière, on va apporter ces nouvelles normes de développement pour pouvoir justement donner cette agilité, cette capacité d'aller vite sur la livraison des services que l'on veut donner à nos usagers. Avec un recul de 2 ans, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le coût de MCO a été réduit de 50%, donc ça c'est un élément qui est quand même important, que en fait, les cycles de développement sur les nouvelles applications pour le client sont passés finalement de 4 mois à 6 semaines, donc il y a vraiment une accélération des choses qui ont été faites parce que justement les infrastructures sous-jacentes ont été mises à disposition de la DSI.
fait important, et moi je trouve que c'est un point qui est assez notable, il a été aussi, ils ont constaté une réduction des erreurs faites sur le développement intrinsèque de l'application. Parce que finalement les développeurs, d'à peu près 20%, c'est-à-dire que quand ils délivrent un code, le code est de meilleure qualité. C'est intéressant parce que souvent les développeurs nous disent, moi quand je fais du développement, si j'ai pas une infrastructure qui est fournie par la DSI, je dois gérer de l'infrastructure, que ce soit finalement dans l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation. Le fait qu'il n'ait plus ça à faire, ça leur a permis de gagner en efficacité. Et le dernier point là-dessus, et là on parle aussi de la notion de personne, comme c'est une agence gouvernementale, on aurait tendance à penser qu'en termes de rétention de personnes, d'attirance de talents, c'est quelque chose qui est parfois un peu moins intéressant que des technologies, enfin que des sociétés high-tech. Au contraire, ça a permis justement une meilleure rétention des personnes existantes, mais surtout une attraction de nouveaux talents au sein de l'organisation. Et ça, c'est un point, je pense, assez majeur. Alors, il nous reste un petit quart d'heure de discussion. J'aimerais qu'on se concentre sur ce que Jean-François avait dit et avait introduit, et vous y êtes revenu en filigrane au cours des échanges. Et finalement, on vient d'en parler d'ailleurs, qu'est-ce qui supporte cette transformation et les choix, les arbitrages qu'il faut faire. Alors, je rappelle encore une fois à notre public qu'il peut poser des questions en utilisant le module directement à nos invités. Ça nous permettra de leur adresser à la fin de cet échange, donc dans un petit quart d'heure. N'hésitez pas, si certains d'entre vous ont des questions plus techniques, on va essayer d'y répondre directement également sur le module. Mais sur cette question, en fait, à titre journalistique, depuis pas mal d'années, quand on adresse les demandes d'interview, on va parler de la transformation cloud des organisations. C'est pas une surprise. Et j'aimerais comprendre un peu plus précisément finalement l'intersection qu'il y a entre cette transformation cloud de vos organisations et les choix qui sont faits là-dessus et cette transformation applicative, c'est-à-dire quels sont les supports qui sont retenus pour mener cette transformation applicative et à quel point il y a dû avoir des arbitrages un peu clés sur ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas sur le sujet. Frédéric, comment ça s'est joué chez vous ? Alors, la transformation cloud dans le groupe Total, c'est un sujet dont on parle depuis un petit moment, avec toujours une ambivalence parce qu'on a très envie d'y aller et puis finalement on y va plutôt assez fort. Et en même temps, on a toujours une grosse attention sur les questions à la fois de cybersécurité évidemment, mais aussi on a des activités à l'international dans beaucoup de pays, dont des pays qui sont compliqués et la gestion des législations extraterritoriales de certains pays, etc., sont des vrais freins au développement du cloud sur certaines de nos activités. Donc on a fait un choix en disant quand même on va radicalement plutôt aller dans le cloud et on fait attention sur certaines activités qu'on ne va pas mettre dans le cloud. Donc aujourd'hui on a un cloud hybride, mais on a une tendance quand même qui était plutôt cloud privé, plus public, pardon. Par contre, côté Digital Factory, nous, le shift, il est quasi 100% cloud public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la DSI Group avait lancé une démarche de création de plateformes de socle, justement, digital sur des plateformes de data lake, d'IoT, etc., cloud, mais qui n'avait pas encore beaucoup d'activités, puisque finalement, il n'y avait pas beaucoup de digital, on était plutôt dans les modes de POC. Et à partir du moment où la Digital Factory est arrivée, on s'est entendu avec la DSI pour que nous reprenions cette plateforme à notre compte et on la fasse évoluer pour le groupe parce qu'on en est les plus gros consommateurs, on consomme 80% finalement de cette plateforme. Et donc c'est nous maintenant qui la portons pour le groupe, qui la faisons évoluer au gré des besoins du digital. Mais par contre, c'est une plateforme transverse qui sert y compris ce que l'on fait et ce que font les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les DSI utilisent cette plateforme maintenant pour créer leur propre solution cloud. Et donc on a un continuum, ce qui facilite évidemment beaucoup le transfert des produits que je fais vers les DSI, puisque là on est dans le même environnement technique. Donc on est très cloud public et puis on commence à aller sur des solutions de type container, etc. aussi, pour des cas assez spécifiques, soit quand il y a besoin de beaucoup de scalabilité, donc de mise à l'échelle. Donc on a des développements, par exemple, on vient de faire un développement qui est pour de l'optimisation logistique avec de l'IoT, qui est déployé dans des filiales assez lointaines. Donc pour l'instant, ça a été déployé au Pakistan et en Côte d'Ivoire. On a un parc de 40 pays à déployer, et là, donc, on a utilisé des solutions de containerisation pour vraiment
cloner la solution très rapidement. Et le deuxième cas où on pense containerisation, c'est aussi pour tout ce qui est machine learning qu'on veut faire tourner dans les usines. Où là, du coup, on déporte, on utilise du cloud et du edge pour pouvoir justement faire de l'intelligence artificielle au plus près du terrain. Donc voilà, donc c'est des nouvelles solutions qu'on est en train d'amener de plus en plus, qui amènent des challenges aussi qui sont importants, puisque des vraies questions de compétences et de ressources expérimentées là-dessus. On en avait parlé, Christophe, évidemment, Thales a des activités de défense et des activités civiles, pas du tout le même arbitrage, mais aujourd'hui votre non, position... mais on est définitivement tourné vers l'hybride, hein, c'est-à-dire qu'on a, enfin, dès qu'on peut pousser vers le cloud, on le fait, d'accord, et on a évidemment une distinction entre les business qui sont pas des business souverains. Et il n'y a pas qu'en France qu'on a des business souverains, dans la plupart des grands pays où Thales est implanté. Donc par business souverain, je veux dire que on a un client qui est souvent un État et qui va être très très exigeant sur l'exposition des données et les risques autour de ces données. Donc on est rarement dans une possibilité d'utiliser un cloud externe. D'accord, ça c'est bon. Alors, ça évoluera peut-être dans le temps parce que de plus en plus les grands acteurs type Microsoft, Google, Amazon sont en train de développer ces concepts de cloud souverain, hein, mais encore faut-il que les États les valident et leur donnent ces lettres de noblesse. Donc dès qu'on peut, on pousse des solutions dans le cloud, alors soit au travers d'applicatifs en software de service, on a un certain nombre de grandes plateformes transverses qui sont assez classiques, type gestion RH, etc., qui sont des applications cloud. On a beaucoup aussi d'applications de collaboration qui sont en cloud. Et puis on a aussi, au travers de la Digital Factory, des frameworks de développement qui sont en cloud, qui servent à développer des applications quelquefois souveraines, mais ensuite que l'on va porter en mode, on va dire, en tout cas, on va avoir un prémisse de développement sur des environnements cloud. Et ensuite, quand on avance dans la sophistication de l'application ou dans une mise en production, là, on ramène ça sur des clouds internes. Voilà. Et donc, on doit gérer l'industrialisation quelque part, voilà, de ce qui est fait par ce qu'on essaie de faire, on essaie d'avoir, on va dire, les mêmes principes d'architecture entre ce qu'on va mettre dans le cloud et ce qui ensuite va être internalisé sur une plateforme qui aura à peu près les mêmes stacks, mais qui sera gérée en interne. Voilà, donc ça permet d'avoir la souplesse pour les développeurs, pour la Digital Factory, etc. Et ensuite, quand on rentre sur une exploitation ou sur un type d'usage qui est réglementé, là, on respecte finalement les contraintes de nos clients. Mais la DSI, du coup, fixe des règles du jeu très claires, j'imagine, dans la transmission de l'un à l'autre en termes de connaissances. Oui, alors il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais enfin qui est sous-jacent, qui est celui de l'infrastructure, hein, pardon, pas de l'architecture. Donc on a énormément de discussions communes. On a même des architectes qui sont communs à la DSI et à la Digital Factory. Et quand la Digital Factory a été créée, on a laissé un certain nombre d'architectes de la DSI aller à la Digital Factory. Donc c'est pas deux mondes qui s'opposent. Simplement, ils ont des missions en termes de temps ou de capacité d'innovation qui sont un peu différentes, et c'est voulu comme ça. Mais in fine, finalement, on a un plan d'architecture qui est intégré. C'est pas deux mondes qui vivent en parallèle, ne serait-ce que parce que, comme je l'ai expliqué au début de ma première intervention, c'est qu'à un moment donné se pose la question de la continuité des données avec des systèmes d'information existants. D'accord ? Il est rare d'avoir une nouvelle application qui est complètement déconnectée du réel ou du on va dire ce qu'on appelle le legacy, mais qui est bien souvent, on va dire, les applications piliers qui font tourner le business. D'accord ? Alors je vois on va dire, enjeu de continuité et de cadrage sur le sujet. On a parlé aussi un peu de nouvelles technologies. Jean-François, quand on préparait l'échange, on réfléchissait sur les impacts que ça avait de parler du cloud en termes de transformation applicative. On parlait de containerisation. Aujourd'hui, c'est des questions, quand vous entendez les positions de Total et Thales sur ce sujet un peu exploratoire, c'est des questions que vous posez à vos clients, finalement, leur vision vis-à-vis de
de la containerisation, de comment ils s'y projettent? Mais bien sûr, la containerisation, c'est un sujet d'actualité chez l'ensemble de nos clients. Il faut être capable aujourd'hui de pouvoir utiliser des conteneurs comme ils ont utilisé des VM, si vous permettez le terme, jusqu'à présent. Donc il faut que finalement les opérateurs IT aient la même capacité, en tout cas, de délivrer ces services-là de containerisation à la Digital Factory, pour éviter justement parfois que la Digital Factory aille utiliser des services dans le public cloud parce que la containerisation, c'est accessible directement. C'est là où c'est un point important, parce que ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a une consommation, il y a des nouveaux projets qui vont se consommer sur le cloud public. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est une tendance qui est forte, c'est que la consommation dans le cloud public, elle n'est pas faite vers un seul opérateur de cloud public, mais elle est souvent faite vers plusieurs opérateurs, parce que les opérateurs de cloud public, ils fournissent un certain nombre de services natifs qui vont être, par exemple, répondre à des besoins de data lake, qui vont répondre à des besoins d'intelligence artificielle, à des besoins de stockage, c'est des services natifs. Le risque que l'on peut avoir, c'est de dire je vais utiliser tel opérateur, tel autre opérateur, un troisième opérateur, et après il n'y a plus de maîtrise, il y a une cacophonie d'ensemble. Ce qui est important, c'est que quand justement on va porter à l'échelle certaines applications, avoir la capacité de maîtrise de ces applications, d'intégrer ce que souvent la DSI garante, qui peut être la sécurité des applications, l'industrialisation de ces applications. Donc ce qui est un élément fort et que nous proposons chez VMware, c'est d'avoir une infrastructure commune, justement entre aussi bien ce que vous opérez en interne que ce que vous opérez sur les clouds publics. Ce qui va permettre, je dirais, de pouvoir appliquer toutes les règles d'entreprise que vous utilisez naturellement. C'est ce continuum dont on parlait. Alors, vous avez effectivement la chance d'être assez agnostique finalement vis-à-vis du marché, ce qui permet d'avoir ces discussions de manière assez neutre. Peut-être d'ailleurs un retour sur votre perception aujourd'hui, Christophe, Frédéric, sur ce marché des clouders et des positions qu'ils prennent, la façon dont ils vous adressent. Est-ce qu'il y a des tendances particulières que vous remarquez? Christophe a parlé évidemment de l'envie de réponse souveraine, de position qu'ils avaient mais qui est pas évidente. Quel regard vous portez sur la dynamique du marché des clouders jusqu'aux hyperscalers évidemment? Alors nous, on a pris un choix assez radical de dire finalement comme on commençait finalement prudemment, on a dit il ne faut pas se disperser. Si on commence à y aller prudemment sur tous les clouders, on va passer un temps fou justement à monter en compétences, ça va être impossible. Donc on a fait un choix assez simple. On a dit on part très Microsoft au départ. Déjà on a mis en place Office 365 pour tout le groupe avant la pandémie, ce qui était un bonheur depuis un an. Et puis on a fait un choix effectivement de dire on va commencer avec on va construire nos plateformes dessus, on va apprendre, on va monter en compétences, on va prendre des compétences dessus. Et puis à un moment donné, effectivement, et ça c'est plutôt un travail d'ailleurs de la DSI, qui est de dire je regarde le marché global et je regarde comment je me diversifie et quels sont les critères qui font que je me diversifie. Alors honnêtement, les clouders et les hyperscalers, ils sont tous bons. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de débat. Certains ont certaines particularités où ils sont meilleurs que d'autres. Par exemple, nous, on a fait des choses très poussées avec Google, alors qu'on est très Microsoft, on a des choses très poussées avec Google sur par exemple, des algorithmes autour de tout ce qui est reconnaissance satellitaire, parce que ils ont toutes les galaxies satellitaires en base, ou sur de la reconnaissance d'images, parce qu'ils sont très forts là-dessus. Mais après, on regarde aussi, on est en discussion avec Amazon, donc on est en train de regarder maintenant pour rééquilibrer probablement nos parts, entre guillemets, notre parc. Mais on a fait un choix quand même qui était de dire on part sur on monte en compétences, on génère un vrai volume cloud avant de commencer à se disperser. Et cette vision stratégique des parts de marché, pour reprendre votre expression, est effectivement à la DSI sur... Oui, alors c'est la DSI qui avait choisi et monté les premières plateformes. Et aujourd'hui, c'est la DSI qui est aux manettes du choix, même si nous, on peut, sur certains cas, amener des typologies de use case ou des typologies de technologies qui sont meilleures chez un cloud provider qu'un autre. Mais aujourd'hui, on sait intégrer. Ce qu'on veut éviter, c'est par contre de tout disperser partout. Parce qu'après, on tombe dans ce que vous disiez, que ça devient un enfer à gérer et l'architecture est extrêmement complexe. Donc on essaie quand même
poser des choses dans des endroits bien identifiés, d'éviter que les données se promènent entre les clouds. Christophe, par rapport à... Je suis d'accord avec Frédéric. En fait, on vit une époque formidable parce que l'offre est pléthorique. Donc, ce qui demande déjà d'avoir une réflexion de fond sur les objectifs à moyen et long terme, le type d'architecture qu'on veut développer et le type de partenariat qu'on veut solidifier. Maintenant, il ne faut pas rester, faut pas rester mono-fournisseur. D'accord. Donc, je pense qu'avoir deux cloud providers majeurs, c'est une bonne approche. Parce qu'il faut aussi, on peut pas changer, on ne peut pas switcher de l'un à l'autre. Quand vous avez décidé de mettre certains types d'applicatifs sur un cloud, vous pouvez toujours aller sur un autre. Mais enfin, ça demande quand même un peu d'effort. Donc nous, puisqu'on cite les partenaires, c'est Microsoft et Amazon. Et puis on développe aussi des technologies complémentaires de sécurisation. Par exemple, Thales a annoncé et Microsoft ont annoncé la mise à disposition maintenant de capacités de sécurisation sur Office 365 avec la gestion de clés, privées qui sont à la main du client et qui vont justement dans ce sens de, entre guillemets, souverainisation d'un certain nombre d'activités cloud. Voilà. Parce que je prends l'exemple d'Office 365, on utilise Office 365, mais on va avoir un usage différent et un type d'infrastructure différent selon le type de business en interne qui vont utiliser ces plateformes. Si c'est un business de défense, on ne va évidemment pas utiliser toute la capacité en cloud d'Office 365. Voilà. Alors, merci messieurs, on arrive au terme de ce petit échange. Jean-François, je vous laisserai une conclusion parce qu'il y a peut-être des réactions sur le sujet, mais on va d'abord lancer un dernier sondage qui est l'occasion de prendre un peu le pouls sur cette question spécifique du cloud, quel vous paraît être le meilleur support quelque part de cette transformation. On a les choix traditionnels full public, ou en tout cas un très gros accent public, de l'hybride dont on entend évidemment beaucoup plus parler, et des approches plutôt maîtrisées en interne qu'on appellera cloud privé, comme le veut l'usage depuis quelques années. Donc ça nous donnera l'occasion peut-être de réagir tout à l'heure. On va prendre quelques questions du public avant de vous laisser conclure. Sylvain, je te redonne la parole par rapport aux questions qui nous ont été posées durant la session. Tout à fait. Alors, effectivement, beaucoup d'échanges riches, que ce soit sur le chat ou le module de questions avant. Je vais ranger ça, moi, pardon, excusez-moi. On t'entendra mieux. Ça sera mieux pour le son. Merci. Beaucoup de questions, effectivement. Alors, elles sont venues plusieurs formulations, mais les gens attendent des retours d'expérience, des bons conseils sur la notion de coopération avec les métiers, les bonnes pratiques, et de l'autre côté, la coopération avec la DSI, bonnes pratiques. Donc, ou choses à éviter. Donc, si vous avez l'occasion de nous partager quelques conseils pour nos auditeurs. Je pense, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la notion de co-construction, quand vous avez un besoin business qui est exprimé, et là je parle principalement pour les applications internes, et la notion d'être finalement d'embarquer, alors nous on utilise on va dire dans le vocabulaire agile, on utilise le principe de product owner, chef de produit, s'il faut préciser le terme, mais enfin tout le monde sait ce qu'est un PO. Sur un certain nombre de nouveaux projets ou de développement, on met comme règle obligatoire que le product owner qui va venir de la fonction du business doit être disponible, selon la complexité de la demande, entre 20 et 50% de son temps pour participer aux activités de l'équipe de développement, aux activités de la squad en fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'on assure cette parfaite intégration entre l'expression des besoins, l'expérience utilisateur qui est attendue, la capacité d'intégration potentiellement avec d'autres parties du système d'information et finalement le succès du résultat final. Mais plus important, je l'ai dit tout à l'heure, aussi en tout début de cycle, la reconnaissance que finalement on est parti dans la mauvaise direction et donc les startups utilisent le terme de pivot, c'est-à-dire on va changer l'approche, etc. Donc dans une DSI, on n'est pas dans cette logique-là, on va dire bon, on arrête les frais, on débranche et l'équipe on la déplace sur autre chose. Voilà. Et donc ça crée pas mal de crédibilité d'ailleurs
vis-à-vis du business, parce qu'on a ce concept aussi de mesure de la valeur. Hein. Alors c'est pas simplement de la valeur monétaire, hein, puisque quand on parle d'application interne, c'est plus sur l'adoption, la productivité, des risques aussi qui peuvent être évités, etc. Donc nous, on a défini une sorte d'algorithme qui nous permet de mesurer la valeur d'un projet ou d'une application, avec un certain nombre de critères internes, et on valorise les différents projets ou les demandes de projets en fonction de ces critères. Et donc c'est important d'avoir quelqu'un du business qui soit intégré dans les analyses et dans les développements de ces projets. Frédéric ? Alors, nous, on a plusieurs manières de faire, dont certaines ressemblent beaucoup d'ailleurs à celles de Thales. Moi, les représentants digitaux, enfin les représentants de la transformation digitale des business, ils sont dans la Digital Factory. Et c'est des vrais représentants de business. Il y en a un, c'est un ancien patron de filiale d'exploration production. Il y en a un, c'est un ancien patron de raffinerie. Donc c'est des gens qui sont reconnus par le business, ils sont dans la Digital Factory. Donc déjà, ça amène une vraie liaison, on a cassé les murs comme ça. Le deuxième point, c'est que tous les projets qui nous sont soumis, on a une équipe qui accompagne le business, vraiment qui accompagne le business à évaluer la valeur, parce que c'est pas forcément simple, et à les accompagner dans la manière de décrire leurs problèmes sans écrire un cahier des charges finalement. Et le point suivant, c'est comme pour Thales, nous, on dit il faut un product owner, il faut quelqu'un du business qui est représentatif, qui a la capacité de décider effectivement ce qu'on fait pas, les arbitrages, et qui doit, alors nous on a même dit au minimum 50%, parce qu'on se rend compte qu'à moins de 50% c'est très difficile, donc on a même des product owners sur des produits clés qui sont à 100%, et donc ils sont immergés dans la Digital Factory, on les forme quand ils arrivent aux méthodes agiles, à la techno, pour qu'ils comprennent et qu'ils se parlent. Et du coup, l'équipe, c'est une équipe complètement mixte. Et puis le dernier point, c'est beaucoup d'interactions avec les utilisateurs entre guillemets finaux, le plus tôt possible. Il faut que les projets qu'on fasse, aujourd'hui, on arrive à mettre en prod les premières versions, même si elles ne sont pas du tout finies, en quelques semaines, pour que des utilisateurs testent, vérifient, disent ça colle, ça marche, ça ne correspond pas du tout. Et cette interaction casse complètement la frontière et génère une adoption progressive qui fait que quand le produit est terminé, finalement, il est déjà approprié. Ça va faire le lien avec ma prochaine question. Vous l'évoquez, la notion d'évolution de culture est un prérequis à cette transformation, mais concrètement, comment on fait? Donc, il y a quelques éléments de réponse, mais je ne sais pas si vous voulez illustrer d'autres exemples pour ce changement de culture lié à cet enjeu de transformation. Alors, dans les changements de culture, déjà pour aider les changements de culture, la méthode agile appliquée réellement est quand même une vraie rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, commencer par ne pas partir, par faire 6 mois de cahier des charges et se dire j'ai une problématique que je circonscris quand même pour savoir à peu près de quoi je vais parler, et puis après je mets une équipe autour de ça, et à partir de là, je commence à analyser, à construire, éventuellement à changer de route, et comme le disait Christophe, à arrêter. Donc nous on a arrêté des projets, alors on a encore du mal à les arrêter très tôt, parce qu'on est des bons ingénieurs qui se disent non, on va y arriver, mais on arrête de plus en plus tôt. Et arrêter, ça permet de dire oui, c'était finalement pas une très bonne idée, c'était une bonne idée business, mais finalement pas une très bonne idée digitale. Donc, et ces changements de culture, c'est par l'immersion. Donc nous, on met de plus en plus de gens du business, on les prend des filiales, ils viennent travailler avec nous, on les forme. Et puis c'est cette expérience qui permet finalement, par ensuite dissémination, c'est sûr qu'une personne qui a passé 6 mois dans la Digital Factory à travailler dans une squad, quand il repart, il n'aborde plus du tout les sujets de la même manière. Christophe, quand il revient chez toi? Ouais, en fait, c'est tout à fait ça. D'abord, la culture, c'est clé. Et aussi la culture managériale. Parce qu'on a, par exemple, vous allez passer d'un modèle très pyramidal, même dans une DSI, à un modèle beaucoup plus distribué, avec des équipes qui ont une autonomie et dans lesquelles il n'y a pas forcément une hiérarchie. D'accord ? À la limite, on peut définir que le Scrum Master va organiser, on va dire, la vie et le rythme de l'équipe, mais il n'y a pas réellement de chef, de sous-chef, etc. Donc déjà ce modèle change. Et ce qui est important, nous on a développé des modules de training qui étaient faits in situ avant la pandémie et qui ont été évidemment portés en non présentiel, hein, et ça se passe plutôt bien, qu'on appelle digital acculturation ou agile acculturation. Et on forme non seulement des collaborateurs de la DSI, mais également des managers
et même des membres du comité exécutif, d'accord, qui ont suivi un certain nombre de ces modules pour comprendre comment fonctionne finalement une fonction, on va dire en mode agile, et pour que le périmètre, parce que vous pouvez avoir une DSI agile, vous pouvez avoir une Digital Factory qui évidemment va être très agile, mais finalement, si tout l'écosystème autour, c'est-à-dire vos clients internes, ne sont pas agiles, vous allez avoir un problème de couplage. Donc l'idée, c'est aussi de disséminer des changements culturels et une méthode de management et une méthode on va dire, de formulation des besoins qui soit complètement différente, et une méthode aussi d'engagement. On n'est plus simplement dans la relation client-fournisseur interne, et puis comme le disait Frédéric, on passe 6 mois à rédiger un cahier. Ça, il faut montrer l'exemple, mais parce qu'à l'échelle, c'est peut-être impossible à l'échelle de vos boîtes quand même, donc, mais c'est effectivement que tout le monde, enfin, tous les managers ont l'exemple. On le fait à l'échelle, parce que là, on change complètement le modèle d'organisation au niveau mondial. Sur la DSI, ça touche à peu près 2200 collaborateurs. On a commencé, on va dire petit, mais avec une ambition importante. On a commencé à créer les premières équipes de projets organisées en agile, avec une contribution du business. Les gens ont vu les résultats et ils sont intéressés au modèle. Et petit à petit, on a la plupart des directions informatiques de pays ou d'entités qui basculent dans ce modèle-là. Voilà. Donc, alors ça ne se fait pas en 2 mois. Ça se fait pas. On va dire, on est sur un cycle de transformation qui prend à peu près 2 ans. Et qui s'accélère dans des périodes actuelles quand même. Oui, alors sur les aspects collaboration et sur les aspects, il y a aussi un point, il y a un mythe. Alors je ne sais pas si Frédéric sera d'accord avec moi, mais on a eu un débat avec le patron de la Digital Factory de Thales sur la colocalisation des membres d'une équipe ou d'une squad agile, où on voit ça comme finalement un facteur d'efficacité parce que les gens sont ensemble, interagissent, etc. C'est probablement vrai, mais ensuite quand vous voulez industrialiser ça ou quand vous voulez le faire à l'échelle, vous ne pouvez pas avoir, j'exagère, mais 2000 collaborateurs au même endroit, d'accord. Donc vous avez une collaboration internationale qu'il faut organiser. Donc on apprend aux gens aussi à travailler, à respecter les rites agiles, mais en étant à différents points du globe. Donc c'est une question de technologie, c'est une question d'outils d'interaction, de collaboration. Et finalement, la crise sanitaire nous a aidés, parce qu'on a fait un bond en termes de changement de mindset, en termes d'évolution culturelle, un bond prodigieux, j'allais dire en quelques mois, mais même en quelques jours, parce que c'est une question de survie. Frédéric, dernière question sur le profil type d'un bon candidat pour rejoindre une Digital Factory et qu'est-ce qui est recherché comme qualité en fait? Alors nous, les profils qu'on recrute, et c'est aussi assez différent de ce qu'on recrutait finalement dans les DSI, c'est des profils qui sont des vrais doueurs, entre guillemets. Donc on veut des vrais techs qui font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les DSI, on avait beaucoup de gestionnaires de contrats, de prestations, qui étaient plutôt en pilotage. Là, déjà, il n'y a quasi pas de hiérarchie. Donc effectivement, il ne faut pas essayer d'être chef, ce n'est pas le sujet. Donc on recrute des data scientists, enfin tous les rôles tech qu'il peut y avoir. Après, il faut effectivement être très ouvert parce que nous, les gens peuvent changer de sujet presque tous les 6 mois. C'est-à-dire quand ils ont fait un cas, ils peuvent très bien faire un cas sur l'exploration de production puis passer sur un cas du marketing 6 mois après, même si on essaie de garder une cohérence aussi pour que les gens s'imprègnent des business. Il faut être curieux parce que les business sont super différents. Donc il faut avoir une vraie curiosité. Et puis il faut avoir une certaine capacité quand même, parce que je pense que dans la relation avec les business, c'est super important. Il faut avoir une vraie capacité à écouter des problématiques qui sont business, donc pas tech, et à faire comprendre les contraintes et les problématiques tech à des gens qui, eux, sont business et qui ne les comprennent pas. Parce que l'alchimie entre justement le product owner, les gens des métiers et les gens de la squad est hyper importante pour la réussite, pour l'ambiance de l'équipe et puis pour la réussite du projet. Puis après, bon, bah, voilà, faut aimer des choses qui sont quand même parfaites parce que l'agile et tout, ça paraît super sympa, on a des beaux locaux, mais en tout cas, c'est quand même hyper rythmé, c'est très structuré, il y a beaucoup de discipline. Et donc, il y a du challenge permanent parce que, bah oui, il faut livrer très souvent, tous les 15 jours, on a un sprint et une démo. Donc voilà, donc c'est super motivant. La réalité de l'agile, c'est que c'est pas le n'importe quoi, bien au contraire. L'agile, c'est tout sauf n'importe quoi, c'est extrêmement discipliné. Clé, ouais. Et dans Digital Factory, c'est quand même le mixte entre un peu un esprit start-up et une usine. Et donc, c'est faire fonctionner finalement des start-up en mode industriel. Donc, et la méthode.
Donc on n'a pas trop le temps de commenter le sondage, donc, mais effectivement, peut-être que Jean-François fera un petit écho sur sa conclusion, mais je vais quand même vous remercier. Enfin, on va continuer, avant que vous passiez à votre conclusion, mais un mot qui me vient pour ces échanges, c'est encore une fois plus fort ensemble. Donc cette notion de désilotage est clé. Effectivement, si chacun reste campé sur ses positions, c'est compliqué. Là encore, on voit bien encore plus aujourd'hui l'enjeu de créer de la valeur ensemble est clé. Et là, l'organisation doit s'aligner quoi qu'il arrive. Donc, Jean-François, tu as... j'avais... alors, moi, je suis perdu, en fait, c'est normal. Hein, mais comment le webinaire était de qualité, il fallait bien que l'animateur ou le gestionnaire de temps soit mauvais, donc ça au moins ça permet de faire valoir nos intervenants, donc tout va bien. Donc effectivement, pourtant le conducteur est super bien fait, hein, c'était minuté à la seconde près, mais là aussi il faut mettre un peu de bonne ambiance, on est tous très loin. Donc Jean-François, nos invités, on va un petit mot de conclusion comme de votre part par rapport à ce que vous voulez que nos auditeurs retiennent en fait. Oui, alors, bon, moi, par rapport au sujet qui était effectivement la modernisation, aujourd'hui, le digital, c'est grosso modo chez nous, pour le moment, dans une première phase, c'est pas la modernisation, c'est plutôt l'enrichissement. Et le sujet de modernisation, par contre, on le voit venir plutôt dans un deuxième temps. Ce qu'on voit, c'est que finalement, après avoir rajouté des choses, on commence à rentrer dans la transformation plus profonde des process et du business, qui là, va nécessiter la transformation des applications qui sous-tendent. Et mon deuxième point, c'est que DSI, CDO, honnêtement, tout ça, c'est quand même l'IT. Le digital, c'est d'aujourd'hui, c'est l'IT de demain. Donc, de toute façon, c'est la même chose. Et le travail, il doit être très, très collaboratif. Et comme l'a dit déjà Christophe, il y a une vraie continuité. La Digital Factory, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait va dans la DSI derrière. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de falaise, il ne faut pas qu'il y ait de mur. Donc, technologiquement, il faut qu'il y ait un continuum. Mais je dirais même en termes d'organisation, de process, de méthode, il faut qu'il y ait un continuum pour que derrière ce soit fluide. Finalement, à la limite, que ce soit fait dans une Digital Factory ou dans une DSI, pour le business, que ce soit transparent. Christophe ? Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric sur ces notions de continuum. Je crois que ce qui est important, c'est que la DSI, les forces vives de la DSI s'inspirent d'un certain nombre de caractéristiques dans le mode de fonctionnement et de mobilisation des ressources des Digital Factory, mais amène aussi sa valeur ajoutée, notamment en termes d'industrialisation, de cybersécurité, de définition d'architecture pérenne, on va dire, sur le moyen et long terme. Et donc, il est absolument aussi important que les DSI puissent former et faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs. Également, ce qu'on appelle, nous, le Management Operating System, c'est-à-dire la manière de manager ces équipes, avec un aplatissement des hiérarchies, avec, on va dire, la chasse au middle management, qui ne sont pas forcément créateurs de valeur. Tu donnais cet exemple de fonction dans la DSI, on est plutôt passe-plat, c'est-à-dire on prend une demande, on l'envoie vers un prestataire externe, etc. Et de vraiment valoriser les compétences techniques et les développer sur des enjeux de DevOps, d'architecture de cloud hybride, des compétences qui sont absolument clés pour assurer cette continuité avec la Digital Factory. Merci beaucoup, Jean-François. En complément de tout ça, je dirais que c'est intéressant. On a vu la notion de transversibilité, on a vu la notion de rapidité, d'agilité. On comprend bien qu'aujourd'hui, la Digital Factory et finalement la DSI sont très proches. On se rend compte que les nouvelles applications à valeur ajoutée en termes de business, finalement, vont être soumises aux mêmes contraintes que sont les applications traditionnelles qui sont gérées par la DSI. Donc il est important de désiloter l'ensemble, qu'il y ait cette communication qui soit faite entre les différents composants d'une transformation applicative, d'une gestion de nouvelles applications. Nous, ce que l'on fait chez VMware, c'est aider nos clients à réconcilier, je dirais, l'ensemble. On l'a vu à travers le sondage, la modernisation, la transformation se fait par un usage hybride de cloud. Donc nous, ce que l'on va faire et ce que l'on va apporter à nos clients, c'est justement cette transversalité, leur donner la capacité de pouvoir utiliser ces différents
nouveaux supports d'infrastructure et de faire en sorte que ça soit une même infrastructure, parce qu'on a développé des partenariats avec les grands opérateurs de cloud public, et de leur donner la capacité d'opérer de la même manière. Et c'est vrai que quelque part, ça va accélérer et faciliter nos clients dans ce processus de transformation, puisque finalement, pour eux, je dirais, l'infrastructure sera quelque chose qui sera une commodité, plus que, je dirais, une complexité à gérer. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, si le public était là, je pense qu'il pourrait vous applaudir. Nous, on va vous applaudir. Enfin, vous pouvez vous applaudir. C'est super quand même. Donc, on a effectivement des échanges de très grande qualité. On a eu beaucoup de commentaires sur le chat. Donc, on va évidemment rendre disponible ce replay. On va continuer à effectivement partager ces expériences à travers le Media Aliancy et puis vous inviter à d'autres talks à venir avec d'autres personnalités aussi inspirantes que nos invités aujourd'hui. Bravo, merci. Merci. Et puis on va se donner rendez-vous pour le selfie traditionnel, on va remettre nos masques et puis voilà, encore bravo, merci. Merci.